On espère en tout cas se rapprocher des chiffres de l'année dernière, d'atteindre les 3000 Olim au minimum, qui est une barre symbolique et importante pour nous. Là, nous sommes plus dans un système de ce que j'appelle du tiers, c'est-à-dire un tiers de jeunes, un tiers de familles, un tiers de retraités. Donc... Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Arieh Abitbol. Arieh, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le délégué général de l'Agence juive en Europe, en France en particulier, mais en Europe également. Et nous avons le plaisir de vous parler pour évoquer d'abord le vol de Olim qui est arrivé la semaine dernière avec un vol spécial affrété par l'Agence juive. Donc, avec des Olim de France, c'est l'occasion pour nous de parler de cette alia et de vos perspectives, de vos attentes pour cet été. D'abord, comment s'est organisée cette délégation, ce vol de plusieurs dizaines de Olim? Oui, tout à fait, plus d'une centaine d'Olim. Écoutez, au niveau du Corona, c'est la première fois que nous avons donc un vol groupé, je dirais, sans contraintes, sans tests, sans toutes ces choses-là. Donc, c'était très agréable de pouvoir organiser un vol de cette manière-là. Malheureusement, au vu de la situation un peu chaotique à l'aéroport, nous n'avons pas pu faire la cérémonie habituelle d'arrivée sur le tarmac et de descendre de l'avion de manière habituelle. Et au niveau de l'horaire, l'avion a dû atterrir à une heure plus tardive le soir. Mais pour la première fois, et je pense que c'était symbolique et très important pour nous, les Olim, ce matin, pendant que je vous parle, des gens de la Poste sont en train d'amener aux Olim leur Théodot Zéhout directement à la maison, ce qui n'a pas eu lieu depuis maintenant le début du Corona. Et donc, nous sommes très heureux que les Olim aient ce qu'on appelle le sésame de l'administration israélienne, c'est-à-dire la Théodot Zéhout. Alors, ce vol, c'est peut-être un indice de cette vague d'Aliyah qui se poursuit et qui s'intensifie apparemment selon les données. Combien de Olim on attend pour cet été ? Alors, je ne sais pas si ça s'intensifie, mais en tout cas, on espère se rapprocher des chiffres de l'année dernière, d'atteindre les 3000 Olim au minimum, qui est une barre symbolique et importante pour nous. Donc cet été, nous avons une grosse Aliyah de plusieurs centaines de personnes. C'est pas encore tout à fait clair. Les chiffres sont en train de se finaliser. Une grosse Aliyah en août. D'habitude, c'est en juillet qu'on a plus d'Aliyah. Je ne sais pas pourquoi cette année spécifiquement, le mois d'août a été plus demandé par les Olim. Peut-être parce qu'ils voulaient éviter la situation difficile à l'aéroport. Mais en tout cas, une grosse Aliyah au mois d'août. Et nous espérons en fin décembre atteindre les 3000 Olim. Est-ce qu'il y a, on va dire, des changements dans les portraits type des Olim de ces derniers mois, de cette année post-Corona, on va dire? Quel portrait on pourrait dresser des Olim Hadashim qui viennent de France en particulier? Je pense que l'équilibre, on le verra à la fin de l'année. C'est très dur de donner une prévision maintenant, mais les profils des familles revenus, c'est-à-dire ce que nous avions moins pendant la période de Corona, où c'était beaucoup plus de retraités, même parfois de personnes âgées qui venaient faire leur Aliyah, de couples âgés qui venaient faire leur Aliyah. Là, nous sommes plus dans un système de ce que j'appelle du tiers, c'est-à-dire un tiers de jeunes, un tiers de familles, un tiers de retraités. Donc, je pense qu'on revient à un modèle plus classique, plus ordinaire de ce que nous avions l'habitude de connaître avant le Corona. Et donc, les chiffres devraient être sensiblement les mêmes à la fin de l'année, en décembre, lorsqu'on se reparlera, il y aura quasiment les mêmes données que l'année dernière. C'est sur votre attente? Un peu moins, parce que l'année dernière, on était autour de 3600 Olim. Là, je pense que nous allons atteindre plus ou moins les 3000 Olim. Les chiffres baissent un petit peu, mais on sera au-dessus de la normale des dernières années, je dirais, des 2500 Olim, qui étaient les chiffres habituels entre, je dirais, 2018 à 2021. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut s'attendre à une sorte de stabilisation de l'Aliyah de France autour de ces données, de ces chiffres-là, autour de 3000, 3500 Olim par an? Écoutez, la crise en Ukraine nous a appris une chose, qu'on ne peut jamais estimer une Aliyah sur une dizaine d'années. Vous savez, quand on regardait les chiffres en Ukraine ces dernières années, je suis souvent dans les réunions de direction de l'agence juive, on parle de prévisions, etc.
personne, il y a 1 an et demi, quand j'ai commencé mon poste, n'aurait imaginé qu'on serait dans une telle situation en Ukraine. Donc, on peut jamais savoir, mais on va dire dans une situation normale, oui, je pense que la stabilisation autour de 2500 à 3000 au LIM est plus ou moins le scénario auquel on pense. Alors justement, vous parliez de réunions de la direction de l'Agence juive. Il y en a une aujourd'hui qui va se tenir à Jérusalem et qui est très importante. La réunion du conseil d'administration, le Chever HaNe'emanim de l'Agence juive, qui doit valider, entre autres actions, qui doit valider la nomination du nouveau président de l'Agence juive, Doron Almog, le général Doron Almog. On en a parlé avec notre ami Gal Palmore qui nous a brossé un portrait de cet homme qui semble faire l'unanimité. Qu'est-ce que vous attendez par exemple au niveau de la France et de l'Europe comme action au niveau de la part de la direction de l'Agence juive aujourd'hui? Tout d'abord, d'avoir une présidence, c'est quelque chose d'important. Très souvent, les dirigeants communautaires en Europe me demandent à rencontrer ou à entendre un petit peu le président. Alors, nous avions un président intérimaire, Yaakov Raguel, qui a fait un très beau travail pendant l'année et demie où il était en fonction. Mais il est vrai que il était important pour l'Agence juive d'avoir cette fameuse personnalité qui la dirige. Et c'est très important, surtout en Europe. Les dirigeants européens aiment connaître le président de l'Agence juive. Alors, je passe depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, à faire son portrait, à expliquer qui est cette personnalité. Et en tout cas, de ce que je décris aux gens, les gens sont très heureux et très contents qu'une telle personnalité puisse être le futur dirigeant de l'Agence juive. Est-ce que c'est le Siman, l'indice que l'Agence juive, avec une nomination comme celle d'un général qui est, on va dire, qui est bien focalisé sur l'action, on va dire même l'action sociale en Israël, est-ce que c'est une forme de volonté de redéfinir les priorités de l'Agence juive, plus axée sur l'intégration que sur l'action sur le terrain, l'action de l'Aliyah sur le terrain dans les différentes communautés juives de diaspora? Non, je crois pas que ça soit les sujets. De ce que j'ai entendu des premières réunions officieuses, parce qu'il n'est toujours pas encore investi. Son investiture aura lieu cette semaine lors du board de l'Agence juive. Mais on va dire que de ce que j'entends, il est tout à fait intéressé à continuer dans la même voie que ses prédécesseurs, c'est-à-dire de s'occuper des 3 branches importantes, l'Aliyah et l'intégration, l'éducation juive et le renforcement de l'identité juive et l'aide dans la société israélienne, où il est vrai, il aura plus à apporter parce qu'il a l'expérience dans ces sujets-là, mais ça ne veut pas dire que ce sera une de ses priorités. De ce que nous comprenons, il restera dans ces 3 priorités qui sont les priorités de l'Agence juive, certainement dans ce contexte et dans cette conjoncture où nous voyons ce qui se passe en Ukraine et en Russie, et c'est très important de continuer à aider ceux qui veulent monter. Le corona n'a-t-il pas modifié quelque peu les habitudes des candidats à l'Aliyah, leur réflexion, leur manière de se préparer à l'Aliyah? Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez, vous par exemple, des interrogations qui sont différentes de celles qui étaient celles des Olim avant le corona? Écoutez, je vais peut-être dire quelque chose qui va paraître étrange ou bizarre, mais j'ai l'impression qu'au contraire, beaucoup de gens, et je ne dis pas ça, je ne juge pas cet état de fait, mais j'ai parlé avec toutes les familles d'Olim qui étaient sur le vol, parce qu'on a 4 heures et c'est un temps de qualité pour pouvoir parler Olim, parce que je m'occupe pas des dossiers au jour le jour, et beaucoup d'entre eux, j'ai été surpris de voir cette idée de dire que le corona a amené une telle situation imprévisible dans le monde qu'au final, on n'a plus peur de l'imprévisible. C'est-à-dire que les gens viennent un petit peu à l'aventure, un peu peut-être trop à l'aventure à mon goût, parce que je pense que c'est important de planifier les choses, mais beaucoup d'entre eux n'avaient pas déjà créé un plan de carrière. Je pense que c'est lié à 2 raisons. D'abord, je pense que le corona a créé un système dans lequel les gens qui avaient l'habitude de tout planifier dans la vie ont compris d'une certaine manière que voilà, il peut y avoir des impondérables. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense que le Zoom a changé la vie de beaucoup qui m'ont dit au final, si je ne trouve pas de voie en Israël, je pourrais toujours continuer dans la voie que j'ai faite en France, par Zoom, puisque j'ai la possibilité, puisque pendant 2 ans, j'ai travaillé dans mon domaine dans le cadre du Zoom depuis la maison. Donc, je pense que c'est différent et que peut-être que ça amène une Aliyah qui va avoir une forme différente. Mais comme c'est la première année post-corona, j'arriverai pas à des conclusions hâtives.
Alors une dernière question, on en a parlé il y a aussi quelques jours à propos de l'agent juive et de la situation en Russie. Alors c'est pas tout à fait votre domaine de juridiction, mais vous êtes au courant effectivement de ce qui se passe. Ces informations sur le fait que l'agent juive devait cesser son activité en Russie sous la pression de Vladimir Poutine, elles se sont avérées totalement erronées? Écoutez, pour l'instant, nous sommes dans l'expectative. Il est évident qu'une demande a été faite de la part du gouvernement russe. Nous espérons, en tout cas pour l'instant, que cette décision va être changée, que ce ne sera pas le cas. Ce qui est bien évident que ce n'est pas lié à la façon dont l'agent juif agit en Russie, qu'il le fait selon la loi russe et qui a toujours respecté les demandes des autorités russes à ce niveau-là. Si cette demande a été mise en place, c'est plus lié à des pressions politiques d'ordre international et au gouvernement israélien et pas du tout lié au fonctionnement de l'agent juif sur place. Et pour l'instant, nous continuons notre travail sur place, mais il est vrai que on s'est rendu compte qu'il y a eu une vague d'Aliyah de Russie en parallèle de celle d'Ukraine. Et très souvent, quand je donnais des conférences sur ces sujets-là, pour le Keren Hayesod et pour d'autres organismes, on me posait la question, mais pourquoi les Juifs de Russie partent? Pourquoi c'est pas uniquement les Juifs d'Ukraine? Et je disais que certains sentaient d'une certaine manière sur place, alors est-ce que c'était une peur non justifiée ou pas, mais qu'il y aurait peut-être un rideau de fer qui se baisserait sur les Juifs de Russie. Et c'est la raison pour laquelle on a vu une grosse vague d'Aliyah qui, à un certain moment, était quasi égale à celle d'Ukraine. C'est-à-dire les chiffres, pendant certains mois, atteignaient en Russie ceux d'Ukraine. Donc, peut-être que certains ont ressenti certaines choses, mais en tout cas, nous, pour notre part, nous continuerons à travailler en Russie et de manière légale, selon les directives des autorités russes. Eh bien, Ari Abitbol, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions à l'occasion donc de ce vol spécial de Lime affrété par l'agent juive. Shavua Tov, à bientôt. Shavua Tov, merci Daniel.